cette invention des déchets, elle a plusieurs raisons qui sont liées tout simplement à des mutations urbaines, industrielles, agricoles, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Et ce qu'on va voir aussi dans quelques instants, c'est que la réponse des villes, alors je ne veux pas dire essentialiser les villes, mais en tout cas des gestionnaires urbains, des politiques, des techniciens, des ingénieurs, etc., c'est faite en deux temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont essayé de résister à cette production de déchets. Ils ont essayé de maintenir les systèmes qu'ils avaient mis en place. Et puis, dans un second temps, ils vont renoncer à la valorisation et on va voir se mettre en place un système beaucoup plus gaspilleur, si je puis dire, qu'il ne l'était auparavant. Première chose, eh bien, on peut parler de crise des sous-produits urbains. Premier élément, dans certains cas, les excrétas urbains ont été sont devenus plutôt le facteur limitant de la production industrielle. Et ça se voit très bien dans le domaine des chiffons. C'est-à-dire que ces chiffons qui ont rendu possible l'augmentation de la production, en même temps que la mise au point de la machine à papier, eh bien, à partir de la seconde moitié et surtout des années de la fin du 19e siècle, ils ne vont plus être assez abondants pour permettre la poursuite de la croissance de la production. Et donc les industries papetières vont essayer de trouver une solution alternative, d'autant plus que les industriels de la papeterie sont pieds et poings liés avec les marchands de chiffon, et finalement ce sont les marchands de chiffon qui font le prix du papier, puisque compte tenu du fait qu'ils contrôlent toute la matière première, et que cette matière première est rare, ils peuvent faire augmenter les prix et donc les industriels commencent à en avoir assez de ces marchands de chiffon qui leur imposent leurs lois. Et donc ils vont lancer de grandes opérations de ce qu'on appellerait aujourd'hui, même si ce n'était pas du tout le terme de l'époque, de recherche-développement, pour trouver ce qu'on appelait à l'époque un succédané du chiffon qui sera trouvé dans la deuxième moitié du 19e siècle à travers d'abord la paille. Mais la paille fait un papier très cassant de très mauvaise qualité. On a beaucoup placé d'espoir aussi dans une graminée qui s'appelle le sparte. La France a placé beaucoup d'espoir là-dedans parce que cette graminée pousse dans le bassin méditerranéen et en particulier est très abondante en Algérie. Et donc on a vu pendant un temps une façon de mettre en valeur les terres algériennes par la production de sparte, mais le papier qu'on fabrique avec ça n'est pas génial non plus. Et finalement, c'est vers le bois que l'on va se tourner et on va progressivement... Alors ce qui se passe, c'est que en fait, on ne va pas remplacer directement le chiffon par le bois. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, le papier de bois va s'ajouter au papier de chiffon, donc ne va pas le concurrencer, il va compléter finalement l'offre de matières premières. Et c'est beaucoup plus tard, plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, que finalement on aura une quasi-disparition du papier de chiffon, sauf pour des usages extrêmement spécifiques où on cherche des papiers de très très bonne qualité. Un autre exemple, c'est le charbon animal dont je vous parlais tout à l'heure pour la clarification des sucres. Ce charbon animal, eh bien, c'est pareil. La quantité que l'on peut fabriquer de charbon animal dépend de la consommation de viande, etc., etc. Ce charbon animal se vend très très cher aux raffineurs de sucre et ces raffineurs vont chercher d'autres manières de clarifier les sucres et notamment en utilisant des presses mécaniques qui permettent, avec un autre procédé, d'arriver à des assez bons résultats. L'autre chose qui va se passer, c'est que l'on va découvrir de nouveaux matériaux, tout simplement, parmi lesquels tout simplement les produits de la carbochimie puis de la pétrochimie, et notamment les matières plastiques. Alors, ce qui est présenté là sur la droite, c'est tout un tas d'objets en celluloïd puis en bakélite. Il se trouve que la première matière plastique, alors on pourrait étendre ça plus loin, mais bon, souvent on dit que c'est le celluloïd, mais le celluloïd c'est une matière d'origine naturelle, enfin qui utilise des matières premières, notamment végétales, et qui a permis de fabriquer les premiers rouleaux de films d'ailleurs, sur lesquels on met la fameuse gélatine dont je parlais tout à l'heure, et qui
qui servait aussi beaucoup à faire des cols rigides pour les hommes et des plastrons, etc. Et c'est embêtant parce que le celluloïd, ça a tendance un peu à s'enflammer. Donc, de temps en temps, on lisait dans le journal « Aujourd'hui, un homme s'est enflammé dans le train ». Et jusqu'à ce qu'on arrive à mettre au point une formule ininflammable. Mais bref, et la deuxième grande matière, ou la première matière plastique industrielle et qui témoigne de l'essor de la chimie, c'est tout simplement la bakélite. La bakélite, elle est mise au point au début du XXe siècle, au départ pour fournir un succédané de l'ivoire pour les boules de billard, puisque l'ivoire est rare et cher, et donc on cherche à trouver quelque chose de moins onéreux à produire, et donc un ingénieur qui s'appelle Becquel fait des expériences qui le conduisent à fabriquer des boules de billard artificielles qu'il présente à un concours et qui remporte un grand succès, qui va donner tout l'essor de la production de bakélite et d'objets en bakélite. Alors ça a un lien avec nos histoires, tout simplement parce que cette bakélite, progressivement, elle va se substituer aux os, à la corne, dans tout un tas d'usages, notamment les boutons, les peignes, les boîtes, un certain nombre de bijoux, etc. etc. Et puis la carbochimie et la pétrochimie vont donner énormément de nouvelles matières premières, comme par exemple les colorants. Alors, tous les colorants qu'on utilisait auparavant n'étaient pas d'origine urbaine, mais il y en avait un qui, au XIXe siècle, était très à la mode, c'est ce qu'on appelle le bleu de Prusse. Et le bleu de Prusse, c'est fabriqué à partir de résidus animaux. En gros, dans les abattoirs, on utilise tout de la bête, on utilise toute la bête, donc il y a toute la partie qu'on mange qui est commercialisée, etc. Et puis il y a la partie qu'on ne mange pas, qu'on appelle le 5e quartier. Et donc ce 5e quartier, on en faisait de multiples choses, notamment le charbon animal, mais cela dit, les os étaient vendus avec la viande, donc ça ne se faisait pas au niveau de l'abattoir. Avec la graisse, on faisait des bougies, etc., etc. Et puis avec les petits bouts de reste qui servaient à rien, on faisait un gros touillis qui permettait de fabriquer ce fameux bleu de Prusse, avec quelques opérations chimiques, bien sûr, qui donc était très à la mode. Et puis, avec la carbochimie et la pétrochimie, on va voir les possibilités de fabrication de colorants exploser, et ça va, en particulier, concurrencer, s'ajouter puis concurrencer la production de bleu de Prusse. Autre chose qui va se passer aussi dans le domaine de ces matières premières industrielles, c'est tout simplement que certaines d'entre elles vont se désurbaniser. Alors ça, c'est très progressif, mais si on prend tous les sous-produits animaux, ils sont urbains tant qu'on abat les animaux en ville. Mais le mécanisme qui va se mettre en place au XXe siècle, alors c'est très très progressif, mais c'est un éloignement, lui aussi progressif, des abattoirs qui vont se déplacer des centres de consommation vers les centres de production, tout simplement grâce au développement des techniques de conservation. Avec la réfrigération, on peut abattre dans les zones d'élevage et amener de la viande morte, donc mais comestible, en ville. Donc ça, encore une fois, ça va se faire très, très, très progressivement. Il y a encore des villes aujourd'hui qui ont des abattoirs, mais il n'en demeure pas moins que ça fait que certaines matières vont tout simplement se désurbaniser et donc sortent un peu du champ de mes déchets, de mes futurs déchets urbains. Soit dit en passant, il y a un lien aussi de tout ça avec des événements plus récents, parce que tous ces sous-produits animaux qui avaient un destin industriel, ils vont se trouver sans débouché et ils vont fournir une nouvelle industrie qui a de tristes mémoires, qui est l'industrie des farines animales, dont on a révélé la dangerosité à l'occasion de l'épidémie d'encéphalite spongiforme bovine. Et cette idée de nourrir les animaux avec des farines animales, elle est très très ancienne, elle date, très très ancienne. On la trouve déjà au XIXe siècle. Simplement, à cette époque-là, les matières avaient des débouchés plus intéressants, et ce n'est que quand ces débouchés ont disparu qu'on a reporté ces usages vers la production d'aliments pour les animaux. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les matières premières industrielles. En ce qui concerne l'agriculture, ce qui va être fondamental, c'est tout simplement la révolution des engrais, avec trois éléments extrêmement importants. La découverte des phosphates fossiles,
dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors ces phosphates fossiles, ils vont concurrencer notamment les os des animaux, dont je n'ai pas dit qu'ils servaient aussi d'engrais. Et ils vont concurrencer un certain nombre de sous-produits urbains. Ces phosphates fossiles, initialement, on les extrait, alors pour ce qui concerne la France, de France. Et puis, on va trouver des gisements beaucoup plus importants dans d'autres régions du monde, notamment, mais pas seulement, en Afrique du Nord, d'où viennent encore aujourd'hui les phosphates que nous consommons. Deuxième chose importante, la découverte de la potasse d'Alsace. Découverte fortuitement, hein, ce que cherchait la propriétaire du terrain, c'était du charbon. Et en prospectant, elle a trouvé non pas du charbon, mais de la potasse qui a été très rapidement mise en exploitation et qui a fourni l'agriculture française, mais pas que française, pendant de très très nombreuses années. Et puis, le dernier, mais le plus important dans ses effets, c'est la découverte ce qu'on appelle, ou la mise au point plutôt, du procédé Haber-Bosch, qui permet de fabriquer des engrais azotés en utilisant directement l'azote de l'air en procédant à ce qu'on appelle la synthèse de l'ammoniac. Vous savez qu'on baigne dans 80% d'azote. On ne s'en rend pas compte parce que c'est un azote inerte, mais il n'en demeure pas moins que cet azote, il est fondamental pour la croissance végétale et la croissance animale. Et la recherche d'azote a marqué tout le 19e siècle. Et la recherche d'un procédé qui permettrait d'utiliser, de capter cet azote de l'air et de le transformer en ce qu'on appelle un azote réactif, donc permettant de fabriquer pas seulement des engrais, mais aussi des engrais, a été extrêmement importante et intense. Et elle a abouti juste avant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, donc, avec ce procédé Haber et Bosch, du nom des deux chimistes et industriels qui l'ont mis au point. En fait, il y en a un troisième, mais je ne sais pas pourquoi il a sauté. J'ai oublié son nom à l'instant, et on ne le cite jamais, mais en fait, ils étaient trois. Cette synthèse de l'ammoniac, ce qu'elle va permettre dans un premier temps, c'est pas de fabriquer des engrais, mais c'est de fabriquer des explosifs, explosifs qui vont être utilisés en particulier pendant la Première Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, tous les pays vont essayer de mettre au point leur propre procédé de synthèse de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Et donc en France, on y arrivera un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle le procédé Claude, du nom de l'ingénieur qui l'a mis au point, Georges Claude. Mais les Norvégiens ont un procédé, etc., etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on va commencer à construire des usines d'explosifs, notamment en France. Alors là, on n'y voit rien, mais ce qui a écrit sur ce truc-là, c'est rue de l'Azote, parce qu'il y a une rue de l'Azote quelque part en France, et à côté, il y a la rue du Phosphore, d'ailleurs. Et ça se trouve dans la zone industrielle de Pierrefitte-sous-l'Homme, dans les Pyrénées, à côté de Lourdes. Et c'est le lieu où on a installé en 1917 la première grande usine de synthèse de l'azote par le procédé norvégien avant de passer au procédé français. Alors pourquoi c'est important? Ça, c'est parce que tout simplement, lorsque la guerre s'est achevée, on a converti toutes ces usines, enfin une partie plutôt de ces usines d'explosifs en usines d'engrais, de façon à maintenir un appareil de production en état, et de façon à pouvoir le convertir à nouveau vers la production d'explosifs au cas où il y aurait un nouveau conflit. Et donc en 1939, c'est ce qui s'est passé. Toutes les usines d'engrais ont été rebasculées en usines d'explosifs. Et puis en 1945, retour vers la production d'engrais. On entre dans la guerre froide. Il est absolument nécessaire de maintenir une capacité de production d'explosifs en service, enfin à disposition, et donc on va arroser, si je puis dire, les terres agricoles d'engrais en quantité astronomique et très supérieure à ce dont ces terres ont besoin, notamment parce qu'il faut utiliser cette surproduction liée à la nécessité de maintenir cet appareil guerrier, mais que l'on convertit en temps de paix.